Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce workshop Les entreprises s'engagent du mois de novembre. Je suis Nina Friangui, chargée des opérations dans la communauté Les entreprises s'engagent. Et nous sommes vraiment ravis aujourd'hui de vous accueillir pour cette session consacrée à l'engagement des entreprises en faveur des personnes en situation de handicap. Donc, l'objectif de ce workshop, comme toujours, c'est de vous donner des actions concrètes pour vous engager. Et aujourd'hui, nous allons aborder des thématiques comme la sensibilisation, l'accompagnement, le recrutement, mais aussi les achats responsables. Nous aurons le plaisir d'accueillir différents intervenants, l'AGFIP, France Travail, le marché de l'inclusion, ainsi que un club départemental Les entreprises s'engagent de Haute-Garonne et deux entreprises très engagées sur cette thématique. Donc, avant de leur donner la parole, quelques petits rappels. Cette session dure 1 heure, donc nous sommes ensemble ici pour interagir. N'hésitez pas à diffuser vos questions dans le chat et je me ferai un plaisir de les relayer aux intervenants. Nous avons aussi à cœur de se proposer ce format pour qu'il vous soit vraiment utile à vous, entreprise. Donc, un questionnaire de satisfaction vous sera diffusé à la fin dans le chat, mais également par mail. Et enfin, vous retrouverez toutes les ressources et le replay de ce workshop dans un mail récapitulatif à la fin. Je vous souhaite un excellent workshop et je donne sans plus attendre la parole à Yoa Mouzadi, directrice des opérations de la communauté Les entreprises s'engagent, pour introduire ce workshop. Bon workshop à tous. Merci beaucoup Nina, et bienvenue, à toutes et à tous. Donc je suis Yowa Musadi, directrice des opérations à la communauté Les entreprises s'engagent et je suis vraiment ravie, d'être ici, avec vous, ce matin, pour ouvrir ce workshop, consacré à une thématique sur laquelle, à la communauté des entreprises s'engagent, on est, bientôt, engagés, depuis, longtemps, depuis le début. Il s'agit du handicap, à quelques jours du lancement de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est vraiment une belle occasion de mettre en lumière l'impact des entreprises sur ce sujet et toutes les actions que chaque partie prenante de l'entreprise, que ce soit le dirigeant, le collaborateur, les managers peuvent faire pour enclencher des actions qui vont faire bouger les lignes. Notre rôle à la communauté des entreprises s'engagent, c'est d'outiller, de relier, de valoriser toutes les entreprises qui s'engagent, quelle que soit voilà, leur structure juridique, leur taille, leur implantation géographique. Pour vous donner un petit peu d'introduction sur ce qu'on fait à la communauté des entreprises s'engagent en matière de handicap et quelques chiffres clés. Donc, on est plus de 22 000 entreprises de notre communauté qui sont engagées sur le handicap, en particulier donc les entreprises de nos clubs recrutent en moyenne 2 fois plus de travailleurs en situation de handicap que les entreprises qui sont hors de la communauté. C'est environ 15 000 recrutements en 2025. Et puis, plus de 200 événements qui sont organisés partout en France depuis le début de l'année sur la thématique de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, avec donc notre réseau de 101 clubs départementaux. Donc, vous aurez un exemple aujourd'hui, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous le club du 31. Donc, vous pourrez voilà, avoir une belle illustration concrète de ce type d'événement. Et puis, concrètement, en tant qu'entreprise, ouais, ce qui est possible de faire à votre niveau pour passer à l'action sur le sujet, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans ce workshop. Il y a plusieurs niveaux. Déjà, ça va être comprendre le handicap au travail, donc tout ce qui va être se sensibiliser. Pour ça, vous pouvez participer, comme je disais, à des événements de notre réseau. Et puis, on en saura plus aussi grâce aux intervenants de ce matin, puisque ce sera la première partie du workshop. Deuxième chose que vous pouvez faire, ça va être, donc évidemment tout ce qui va concerner, le recrutement et l'intégration donc des personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise. Et là, encore une fois, vous allez avoir des exemples, avec, nos différents intervenants. Et puis, comme je disais, on a pas mal d'événements en lien avec, cette thématique, les job dating envers ces handicaps, les du stade vers l'emploi aussi, qui sont des formats, donc de recrutement inclusifs qui sont mis en place
au sein de notre communauté en lien avec tous les partenaires du service public de l'emploi. Le maintien dans l'emploi, qui est un sujet malheureusement qu'on ne va pas aborder aujourd'hui dans le cadre de ce workshop parce qu'on a un temps limité. Et puis, un dernier axe qui est très important aussi, qui va être l'intégration au niveau de votre stratégie d'achat de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et donc, ça, vous aurez aussi un exemple avec le marché de l'inclusion qui vous partagera aussi ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. Et donc, je vous souhaite un bon workshop. Et comme le disait Nina, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. On y répondra. Et puis, on vous partagera évidemment toutes les ressources qui sont évoquées au fil de ce workshop en récap à la fin du workshop par mail. Merci beaucoup, Yoa. Donc, pour débuter ce workshop, je vais donner la parole à Hélène Pascal de France Travail pour parler de lever des stéréotypes liés au handicap au travail. Donc, Hélène, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. C'est vrai que la première chose à avoir en tête, c'est que malheureusement, même si les mentalités évoluent, il reste encore beaucoup d'idées reçues concernant le handicap. Et les personnes en situation de handicap sont malheureusement plus impactées également par le chômage. Par exemple, en 2024, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de chômage des personnes en situation de handicap était de 12%, alors que pour l'ensemble des demandeurs d'emploi, il était de 7%. Donc, le handicap, c'est déjà 80% des handicaps sont invisibles. Donc, autour de nous, on peut être en relation de travail avec des personnes qui sont en situation de handicap et on ne le sait pas. La plupart des handicaps, c'est 68% qui sont dus à des accidents de la vie, des maladies. Donc 68%, c'est énorme. Alors que 15% des handicaps sont acquis au cours de ce qu'on appelle de la petite enfance. Donc, déjà, c'est de poser ce cadre et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le regard? Je parlais tout à l'heure, 80% des handicaps sont invisibles. Parfois, encore souvent, on se dit, ah, handicap, fauteuil roulant. Non, 4% seulement des personnes en situation de handicap sont en fauteuil roulant. Encore beaucoup d'entreprises, par méconnaissance et par peur aussi, on peut le dire, se disent que c'est peut-être compliqué, plus compliqué d'embaucher des personnes en situation de handicap. Euh, les modalités de recrutement d'une personne en situation de handicap sont les mêmes que pour toute personne et seulement 20% des embauches de personnes en situation de handicap nécessitent un aménagement du poste de travail. Donc, vous n'êtes pas tout seul quand vous souhaitez vous commencer à vous engager vis-à-vis d'un recrutement d'une personne en situation de handicap. On est nombreux à pouvoir vous accompagner et on se coordonne pour ça. Euh, il existe de multitudes de formes de handicap et donc on peut se dire aussi qu'il n'existe pas de poste incompatible avec le handicap. Par exemple, je vais prendre un exemple très pratico-pratique. Un couvreur donc, qui monte sur les toits peut avoir, par exemple, un handicap auditif et être appareillé, et ça ne l'empêche pas d'exercer son métier, et ça ne demande pas d'adaptation particulière. Et comme je le disais, on est tous les partenaires, la GFIP, le FIP, les entreprises s'engagent, France Travail, Cap Emploi. France Travail, Cap Emploi, je reviendrai tout à l'heure, on travaille aussi main dans la main. Tout employeur, comme le disait Yoa tout à l'heure, public, privé, quelle que soit sa taille, peut se sentir concerné par l'emploi des personnes en situation de handicap. Et puis, comme vous le savez, les employeurs de plus de 20 salariés ont une obligation d'emploi à hauteur de 6%. Et on a encore du travail parce que à aujourd'hui, au niveau du secteur privé, la moyenne, bien sûr, on est à 3,5.
Donc, on est là vraiment pour vous accompagner et faire les liens. C'est-à-dire que si France Travail et Cap Emploi, on a comment, un employeur, on rencontre un employeur dans le cadre de son recrutement qui nous dit, voilà, mais moi, je veux vraiment mettre en place une politique RH. On va faire le lien spontanément avec la GFIP pour qu'il y ait un relais pris automatiquement par notre partenaire. Et puis, pour les employeurs qui souhaiteraient aussi échanger avec des pairs, ben, on va faire le relais avec le réseau Les entreprises s'engagent pour pouvoir faciliter et se sensibiliser. Yoann le disait, c'est la première marche. D'abord se sensibiliser et comprendre et changer de regard au fur et à mesure. Merci beaucoup, Hélène, pour toutes ces informations. Je peux laisser la parole à Hugues de l'AGFIP s'il souhaite compléter ce qu'a dit Hélène pour changer de regard sur le handicap. Alors, merci. Ravi de participer à ce workshop. Alors, effectivement, pour aller dans le sens de ce que dit Hélène, il faut déconstruire un peu quelques idées reçues. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent, bah voilà, moi le handicap, oui, mais mon entreprise, elle n'est pas accessible. Alors, c'est pas un sujet d'accessibilité. Hélène l'a dit, hein, on n'a pas que des personnes avec des fauteuils roulants. Toutes les personnes ne nécessitent pas d'adaptation ou d'aménagement particulière, uniquement 20%. Et puis peut-être préciser sur ce registre, effectivement, puisque nous, à la GFIP, nous finançons hein, les adaptations de postes, ça s'appelle adaptation de la situation de travail, puisque dès lors qu'il y aurait un surcoût pour l'employeur qui découlerait de la nécessité d'adapter un poste, nous le prenons en charge avec une aide spécifique. Et quand on regarde finalement ce que nous finançons aujourd'hui au titre des aménagements de postes de travail, eh ben c'est la moyenne, c'est moins de 3 000 euros. Donc, ce ne sont pas nécessairement des choses très compliquées ou des choses très coûteuses. Il faut rappeler aussi que l'adaptation de la situation de travail, ça peut être évidemment technique, mais ça peut être aussi organisationnel et que donc ça nécessite pas forcément de gros investissements. Dans la levée des stéréotypes et puis le fait d'avoir une bonne représentation du sujet, Hélène l'a dit également, tous les postes de travail sont concernés. Alors d'une part, ça c'est posé par la loi, mais au-delà de ça, aujourd'hui, je voudrais insister sur le point suivant, c'est que on a également aujourd'hui beaucoup d'innovations technologiques qui permettent justement d'aller dans ce sens, puisque enfin, la semaine prochaine, par exemple, nous serons, puisqu'on a évoqué la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, l'égalité pour tous et toutes. Alors, on n'y est pas encore complètement, effectivement, ça a été dit également, mais c'est quand même aussi l'occasion de rappeler que ça reste un sujet de discrimination, parce que si on prend les chiffres du défenseur des droits, c'est la première situation de discrimination au travail. La semaine prochaine, à l'occasion de cette semaine européenne, on sera dans un salon de transport qui a lieu à Lyon qui s'appelle Solutrans et on va présenter un camion adapté qui permet à des personnes qui sont en fauteuil roulant, là pour le coup on parle de personnes en fauteuil, et ben de conduire des camions de transport de marchandises parce que on a mis en place évidemment toutes les adaptations au volant qui permettent de conduire, mais surtout une plateforme élévatrice qui permet à la personne d'accéder à son poste de conduite. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est vrai que si on fait un micro-trottoir aujourd'hui et qu'on on demande, bah voilà, est-ce que vous imaginez que des personnes en fauteuil conduisent des camions de transport de marchandises, probablement que la réponse serait non. Et aujourd'hui, on est capable de le faire parce qu'on a à la fois des évolutions technologiques qui le permettent et on a aussi évidemment adapté la réglementation. Tout ça pour dire que donc il ne faut pas se censurer, il ne faut pas s'auto-censurer, alors qu'on soit une entreprise, mais aussi qu'on soit une personne en situation de handicap. Il ne faut pas hésiter à se tourner vers tous les types de métiers. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons un réseau d'acteurs qui permettent de couvrir tous les besoins, que ce soit un employeur voilà, qui s'interroge, ou que ce soit une personne qui a un besoin spécifique. Et donc, ne pas hésiter à mobiliser
utiliser ces réponses qui permettent d'avancer et d'apporter des solutions concrètes. Et puis, ne pas hésiter non plus, lorsqu'on est une entreprise, à s'engager sur le sujet, à devenir ce qu'on appelle une entreprise engagée ou une entreprise inclusive, à construire une petite feuille de route justement sur le sujet, alors qu'on soit une grande entreprise ou une moins grande, tout le monde est concerné, et ça permet, en structurant un petit peu les choses, d'avancer et de mettre en place tous les ingrédients qui font que, parce que c'est ça, une entreprise engagée, d'abord on ouvre ses portes aux personnes en situation de handicap, et c'est intéressant parce qu'on se tourne vers des personnes qui sont susceptibles d'apporter leurs compétences, leur savoir-faire, leur savoir-être, et particulièrement sur des métiers en tension, c'est intéressant. Et puis, à travers le fait, évidemment, d'être une entreprise engagée, engagée et inclusive, eh ben, ça crée, c'est aussi un levier de performance, et ça aussi, il faut le rappeler et le souligner. Merci beaucoup, Hugues, pour ces éclairages. Comme l'a dit Hugues, il y a une très belle transition. Pour la suite, nous allons parler de passage à l'action d'entreprises anti-engagées. Pour cela, je vais redonner la parole à Hélène Pascal de France Travail pour parler recrutement et intégration durable des personnes en situation de handicap. Hélène, c'est à toi. Merci. Effectivement, en termes de recrutement, pour réussir vos recrutements, alors c'est quelque chose qui est encore mal connu. Depuis octobre 2022, il y a eu ce qu'on a appelé à l'époque le rapprochement Pôle emploi-Cap emploi. Et donc, depuis cette période, on met à disposition pour vous aider à réussir vos recrutements et donc votre engagement en faveur des personnes en situation de handicap, une équipe dédiée dans les 900 agences de France Travail. Il y a des équipes dédiées qu'on appelle Team Handicap, qui sont en fait des équipes qui sont composées de conseillers France Travail et de conseillers Cap Emploi qui mettent à votre disposition vraiment l'expertise des uns et des autres en fonction de votre demande. Donc, non seulement cette team, il y a des conseillers qui vont accompagner les demandeurs d'emploi pour faire en sorte qu'ils retrouvent un emploi, mais également des conseillers qui vont vous accompagner, vous, dans vos recrutements, dans vos ambitions. Et c'est plus de 6000 conseillers entreprises à votre disposition. On va pouvoir vous aider sur plusieurs thématiques. Ça va aller de l'information, de l'attractivité de vos offres, de pouvoir vous aider dans un sourcing, une présélection, d'organiser des événements. Je vais y revenir dans quelques instants aussi, de pouvoir vous permettre de faire des immersions facilitées et puis aussi de sécuriser votre recrutement, de l'adapter. Là, l'expertise de Cap Emploi va être mise en œuvre, c'est-à-dire que vous avez un candidat, voilà, il y a une adaptation au poste, peut-être. On va ensemble, avec une seule clé d'entrée, en fait, vous permettre d'avoir une étude spécifique par rapport à la personne et par rapport à votre poste et d'imaginer, de voir ensemble quels sont les aménagements pour sécuriser le recrutement de la personne. Et puis, l'immersion facilitée, c'est vraiment un levier qu'il faut pas hésiter à mettre en œuvre. C'est une prestation, on va dire, qui vous permet, vous, employeur, et qui permet aussi aux demandeurs d'emploi de, sur une période de 1 à 1 mois, où la personne reste demandeur d'emploi, de soit découvrir le métier, soit pour vous de repérer les nouveaux talents, et puis de vérifier les prérequis et de s'assurer de l'accessibilité du poste. Voilà, c'est avant d'avoir un côté déceptif et de se dire, OK, ben je recrute la personne ou la personne qui va dire oui, j'y vais, peu importe l'environnement. Non, il y a des choses à sécuriser et vraiment pour permettre
une intégration la plus pérenne possible dans des bonnes conditions. L'immersion professionnelle, c'est très simple. Vous allez sur le site Immersion Facilité et vous pouvez même faire la convention de façon autonome. Ça sera validé par un conseiller, soit de France Travail, soit de Cap Emploi, pour permettre cette immersion. Et puis, bah, Hugues le disait tout à l'heure, on a aussi des choses un peu innovantes qui met en valeur les employeurs qui seraient déjà passés de l'intention à l'action. On a un nouveau service qui a été au niveau national déployé fin septembre de cette année, qu'on appelle HandiMatch. HandiMatch, c'est quoi? C'est favoriser la rencontre entre des demandeurs d'emploi en situation de handicap qui auront, eux, consenti à rendre visible leur situation de handicap et des employeurs qu'on va reconnaître handi engagés. C'est quoi handi engagé? C'est que ces employeurs mènent déjà des actions concrètes en faveur du recrutement et du maintien de leurs collaborateurs en situation de handicap. C'est une solution qui a été co-construite. France Travail, Cap Emploi, AGFIP, le FIP, les entreprises s'engagent, l'Union nationale des entreprises adaptées euh, pour essayer de trouver une solution au fait que bah, d'un côté, vous, employeurs, vous avez des ambitions. Vous voudriez pouvoir repérer les personnes, enfin les candidatures des personnes en situation de handicap euh, pour répondre à vos ambitions propres et pas forcément non plus qu'à l'obligation d'emploi. Et de l'autre côté, des personnes en situation de handicap qui n'osent pas, qui ont peur de parler de leur situation, qui ne l'affichent ni sur leur CV, ni en entretien, mais qui regrettent, eux, de leur côté, de ne pas connaître, de ne pas savoir vers quelles entreprises s'adresser pour pouvoir aborder avec un petit peu plus de sécurité leur situation. Et donc, Handy Match, c'est de permettre cette rencontre entre les employeurs qui, voilà, grâce à leurs actions concrètes, on va pouvoir les qualifier de handy engagés et les personnes qui auront consenti à rendre visible qu'ils sont en situation de handicap, leur permettre sur francetravail.fr de se rencontrer et de favoriser le sourcing tout en valorisant la marque employeur et ces offres d'emploi publiées sur francetravail.fr sont taguées comme quoi elles émanent d'un employeur handi engagé et ça veut dire que toutes les offres d'emploi, je le disais tout à l'heure, Hugues l'a redit, il n'y a aucun poste incompatible avec le handicap. Donc, toutes les offres émanant de ces employeurs handi engagés seront taguées et requêtables par les candidats en situation de handicap, mais également par tout candidat, puisque en dehors du handicap, il y a aussi des personnes qui, dans leur recherche d'emploi, veulent aller plutôt vers des employeurs qui ont des valeurs, qui ont des engagements. Donc, c'est quelque chose qui vient d'être déployé, qui, pour nous, en co-construction, peut répondre aux besoins des uns et des autres pour vraiment aller encore plus loin dans l'engagement des uns et des autres. Merci beaucoup, Hélène, pour la présentation de tous ces dispositifs hein, de France Travail. Avant de donner la parole à Hugues, je vais juste transmettre une question qui a été posée dans le chat par Florence. Comment convaincre les salariés de son entreprise de se déclarer comme RQTH? Quel argument mobiliser en dehors du nombre d'années de cotisation à la retraite quand ils n'ont pas besoin d'aménagement particulier? Si Hélène ou Hugues ou quelqu'un d'autre souhaite répondre, n'hésitez pas. Alors moi, je vais juste dire que euh, convaincre, c'est petit pas par petit pas, si je peux me permettre. C'est-à-dire que du jour au lendemain,
C'est vraiment une question de confiance. Et je participais hier à une table ronde hier soir et des employeurs témoignaient également en disant plus les personnes, les salariés, se rendent compte voilà, ben, ah, il y a une nouvelle personne qui a été embauchée, puis elle est en situation de handicap. Ah, mais oui, ben, on lui a aménagé son poste, ou alors la personne elle-même en parle. Et le fait d'en parler, de discuter entre eux, ça amène, c'est une des solutions, ça amène le salarié à se dire, oh, bah oui, bah lui, il vient d'arriver, puis en fait, ça pose pas de souci. Donc, je peux aller voir mon manager, peut-être pour lui dire, c'est des solutions de sensibilisation, enfin, Cap Emploi, dans son offre de service, peut intervenir auprès d'un collectif, soit des managers, soit carrément auprès d'un collectif de travail, pour bah, justement, dans le cadre d'une nouvelle intégration, dire tout ce qui peut être fait. Et ça, au niveau des salariés déjà en place, ça peut être aussi un déclic et un commencement à dire, bah, je ne vais pas le cacher, en fait, je peux me permettre, il m'arrivera rien, on ne va pas me licencier parce que ceci, cela. Mais voilà, les témoignages d'hier le disaient, c'est vraiment petit pas par petit pas, et a priori, ça fonctionne. Voilà, tout ce que je peux partager. Merci beaucoup, Hélène. Je redonne rapidement la parole à Hugues de l'AGFIP pour compléter un peu sur voilà, cette taxe recrutement et intégration des personnes en situation de handicap. Oui, Hugues, c'est à merci. toi. Pour aller dans le sens de ce que dit Hélène, enfin, l'i- l'idée, c'est bien de faire en sorte que une personne qui, effectivement, à un moment donné, a un besoin spécifique, va aller vers la déclaration, le signaler à son employeur, et pour aller dans le sens de ce que disait Hélène, parce que justement, l'employeur aura créé toutes ces conditions, mis en place tout ce qu'il fallait faire. Et envoyer des signaux sur le fait que justement, il est en mesure de traiter des besoins spécifiques, que l'entreprise, elle est évidemment ouverte à tous les talents, que oui, on a accueilli un nouveau collègue, qu'on a formé, c'est très important, aussi les collectifs de travail, c'est-à-dire qu'on a créé des espaces où on peut échanger sur le handicap. Alors la semaine prochaine, c'est la semaine européenne, donc c'est l'occasion. Faire un duo D, par exemple, accueillir une personne en situation de handicap l'espace d'une journée pour présenter les métiers de l'entreprise. Et alors ça c'est bien, mais c'est aussi comment on mobilise justement tout un collectif autour de l'accueil de cette personne. C'est tout ça qui fait que eh bien, voilà, les personnes vont avoir, non pas le sentiment, mais vont être finalement rassurées dans le fait que, oui, ben voilà, on est dans une entreprise qui prend tout ça en compte, qui apporte des réponses et des solutions concrètes, et que donc, oui, évidemment, il vaut mieux se déclarer. Il vaut mieux faire ce qu'il faut faire d'ailleurs quand on a un besoin, parce qu'en général, si on ne le fait pas, on peut être en difficulté pour exercer son activité professionnelle. Et c'est ça qu'on appelle une entreprise inclusive et on dit engagée, active sur le sujet de l'emploi des personnes en situation de handicap. Pour revenir sur la problématique du recrutement, alors peut-être deux compléments. D'une part, ne pas hésiter à bien libeller ses offres d'emploi, parce que c'est vrai qu'on oublie un peu cette dimension. Quand on recrute, bah voilà, on va passer une offre. Est-ce qu'on s'est préoccupé de savoir s'il y avait bien tous les éléments pour qu'une personne en situation de handicap puisse candidater sur cette offre? Parce que justement, on aura précisé un petit peu les conditions d'exercice de l'activité. Voilà, il y a des déplacements, il n'y en a pas, il y a du télétravail, c'est un environnement bruyant ou pas, il y a des adaptations possibles. Bon, c'est assez important de se préoccuper justement de la façon dont on rédige ces offres d'emploi pour justement embarquer cette dimension inclusion qu'on évoquait et permettre aux personnes de se projeter sur l'exercice de l'activité professionnelle et éventuellement d'ailleurs lorsqu'il y a un recrutement d'exprimer un besoin particulier, ce qui signifie également qu'il aura fallu, dans les bonnes pratiques en matière de recrutement, former évidemment les recruteurs. Alors nous, on dispose à la GFIP de tout un tas d'outils hein, pour ce faire. On a une plateforme d'appui à la professionnalisation, on a voilà,
des modules de sensibilisation qui s'appellent Handisensi. Pour ouvrir les espaces, pour parler du handicap, on a par exemple ActiveBox qui présente les différentes typologies de handicap et qui, voilà, ces outils-là sont actualisés en permanence. Et puis sur la sensibilisation, puisque c'est ça aussi en matière de recrutement, parce qu'il y a le côté je me tourne vers les personnes, mais il y a aussi je crée les conditions, évidemment, pour que les choses se passent bien, parce que tout le monde a des questions sur le handicap, comment je fais pour voilà, travailler avec un collègue qui est en situation de handicap. Je suis manager, comment voilà, je prends en compte la dimension handicap par rapport à mon collaborateur qui est en situation de handicap. Toutes ces questions-là sont de bonnes questions auxquelles il faut répondre et ouvrir les espaces pour en parler. Encore une fois, on a une semaine européenne la semaine prochaine, mais c'est toute l'année qu'il faut faire tout ça. Et on a aussi donc on a des outils, on a des réponses, on a aussi des jeux, parce que parfois ça passe par le jeu qui permet de découvrir, et pour revenir sur la thématique juste avant, qui permet justement de bien appréhender le handicap et de se sensibiliser. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers toutes ces solutions et toutes ces réponses et tous ces outils très pratiques et opérationnels. Merci beaucoup, Hugues. Maintenant, je vais donner la parole donc à Maxime, qui est animateur du club de Haute-Garonne, donc club Les Entreprises s'engagent, et qui a récemment organisé un événement autour du handicap, un événement très original à destination des entreprises et des personnes en situation de handicap. Donc, Maxime, c'est à toi. Si Maxime n'est pas disponible, Oui, je peux bonjour. laisser la... Merci beaucoup, Ah, Nina. c'est bon, Maxime, ok, top, génial. Bonjour, Nina. Désolé, petit souci de connexion, visiblement. Merci beaucoup, du coup, pour cette occasion de mettre en lumière un événement qu'on a organisé récemment, effectivement, dans le club de la Haute-Garonne, qui est un événement en faveur, du coup, vous l'aurez compris, de l'emploi des personnes en situation de handicap. Cet événement, c'est le HandiMove, qui a eu lieu le 30 octobre à Fenouillet, donc en périphérie toulousaine. Et c'était la deuxième édition, puisque la première édition avait eu lieu en 2024. Et c'était a priori un événement réussi, puisqu'on a de nombreuses entreprises et nombreux demandeurs d'emploi qu'on croise sur différents salons, qui nous en reparlent encore. Donc, le HandiMove, qu'est-ce que c'est? C'est un forum emploi, effectivement, qui est assez original, puisqu'il vient s'inspirer des valeurs de partage, d'entraide et de convivialité qu'on va retrouver dans la pratique sportive. Euh, le tout pour faciliter les échanges et les rencontres entre des personnes en recherche d'emploi avec une RQTH en cours de validité et des recruteurs et des recruteuses. Vous allez voir, l'idée elle est à la fois très simple et très efficace. C'est qu'avec l'ensemble de nos partenaires locaux, donc il y a certains représentants qui sont présents sur ce workshop, donc France Travail, la GFIP, Cap Emploi, l'émission locale également. On va constituer des groupes mixtes d'une dizaine de personnes, avec à la fois des demandeurs d'emploi et des entreprises. Mais, et c'est très important, au sein du groupe, personne ne va savoir qui est qui. Les équipes, on va leur demander de participer à différentes activités, qui sont des activités sportives mais adaptées et ludiques au cours de la matinée. Ça va permettre aux RH, c'est généralement des RH qui sont présents sur ce type d'événement, de pouvoir apprécier la personnalité et les savoir-être des candidats qui sont dans leurs équipes lors de ces différents ateliers. Pour les candidats, ça a un intérêt certain, c'est que c'est parfois des personnes, on parlait des taux de chômage en introduction des personnes en situation de handicap, c'est parfois des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis un certain temps et qui peuvent ressentir du stress ou une perte de confiance en eux sur des formats plus classiques d'entretien un peu stressants et formels. L'avantage de ce format-là, c'est que ça leur permet d'exprimer leur personnalité dans un contexte beaucoup plus naturel et humain. Une fois qu'on a terminé du coup la matinée, donc les différentes activités, on propose du coup aux participants de déjeuner ensemble. Généralement, le déjeuner il est fourni par une entreprise adaptée. Et donc, les participants restent déjeuner avec leur équipe. Ça permet de continuer à apprendre à se connaître, à approfondir un peu les relations.
Et enfin vient le moment tant attendu en début d'après-midi où les recruteurs de chaque groupe sont appelés et doivent révéler du coup aux yeux de tous qui ils sont et pour qui ils travaillent. Donc on leur laisse un petit temps aussi pour présenter rapidement leur structure, s'ils ont des postes à pourvoir, de quel secteur d'activité ils proviennent. Et on conclut du coup cette journée par un job dating sur l'après-midi, au cours duquel les recruteurs vont pouvoir approfondir leurs échanges et éventuellement aboutir à l'embauche de certains candidats dont ils auront pu apprécier eh bien, les qualités humaines au cours de la matinée. C'est une belle expérience qui plaît généralement beaucoup, que ce soit pour les recruteurs qui sont présents, les demandeurs d'emploi ou bien les partenaires locaux. Là, sur cette deuxième édition, pour vous donner quelques chiffres, on a 20 entreprises qui ont répondu présentes, 78 demandeurs d'emploi, donc avec une RQTH en cours de validité, qui ont été mobilisés par les équipes de Cap Emploi, de France Travail et des missions locales. Et on soumet un rapide questionnaire à la fin de cette journée pour savoir un petit peu comment ça s'est passé, ce qu'on a apprécié ou non les candidats. Et on a notamment une question sur le score d'appréciation des échanges avec les recruteurs. Et donc, sur la cinquantaine de réponses qu'on a eues, on est à 4,8 sur 5 sur la qualité des échanges avec les recruteurs. Donc voilà, ça traduit quand même un cadre qui est assez propice à des échanges naturels avec les entreprises. J'espère que cette petite présentation vous donnera aussi à vous, entreprises, envie d'expérimenter ce format d'événement inclusif auprès de votre territoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de vos clubs locaux. Les clubs des entreprises s'engagent pour savoir s'il y a des événements qui peuvent s'en rapprocher, qui sont prévus. Si ce n'est pas le cas, si vous pouvez aussi leur soumettre cette idée, je suis sûr qu'ils seront partants avec plaisir pour le développer avec vous. Et, et voilà, et je profite de l'occasion au cas où certaines entreprises toulousaines seraient sur le workshop. Il y a une autre édition qui aura lieu le 3 décembre à Toulouse et pour lequel le site d'inscription est présent sur la page du club. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Maxime, pour cette présentation très complète de l'événement que tu as organisé. Je peux donner la parole maintenant à Émilie, qui a été une des entreprises participantes à cette édition, pour que Émilie nous partage son témoignage en tant qu'entreprise. Émilie, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Enchantée, Émilie Gucci. Moi, je suis responsable RH chez DBF Toulouse Automobile et j'ai participé donc à la première édition et la deuxième édition de ce type d'événement. Je vais dire que c'est un événement en termes de recrutement disruptif et on en sort. Alors, le premier, j'y ai participé. Le second, c'est ma collègue qui a participé à l'événement où on se dit waouh, je sais pourquoi je suis RH et merci de nous permettre de rencontrer des candidats sous une autre forme, en fait, puisque, comme précisait Maxime, l'anonymat apporte beaucoup. On est vraiment sur du savoir-être, on partage avec les personnes, on ne sait pas qui est porteur d'un handicap visible ou invisible. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, de détecter des aptitudes et on voit à la suite si nous, entreprises, on a même de pouvoir adapter les conditions de travail en fonction du handicap de la personne. Pour témoigner peut-être, comme je suis aujourd'hui donc représentante de l'entreprise DBF Toulouse Automobile, on est une entreprise, comme précisait Hélène, Andy engagée. Donc aujourd'hui, je pense que si je dois témoigner auprès de tous les participants, c'est travailler avec vos partenaires, les partenaires tels que donc France Travail, la GFIP, Cap Emploi, pour essayer, puisque en fait, aujourd'hui, au sein d'une entreprise, c'est surtout lutter contre les préjugés et lever les craintes que l'on peut avoir, aussi bien collaborateurs que personnes que l'on peut accueillir en situation de handicap. Et par la suite, vous verrez, il faut y aller étape par étape, hein, mais vous aurez de belles victoires RH. J'en ai une à témoigner aujourd'hui avec vous, c'est l'expérience d'un recrutement d'une personne qui est sourd et muet et qui aujourd'hui occupe un poste de mécanicien. Lors de ma première campagne handicap, lorsque j'ai pris le poste, on m'a dit non, c'est trop dangereux, il n'entend pas, il va intervenir sur des organes de sécurité, on ne prend pas le risque. Malheureusement, je reste pugnace et je reste convaincue que cette personne est faite pour le poste
il a la formation, donc il a le savoir-faire. Il faut juste qu'il mette en pratique. Et il se trouve que la deuxième campagne handicap, j'ai une opportunité, donc je propose de le prendre sur une semaine, la semaine de sensibilisation au handicap. À l'heure où je vous parle, ce collaborateur donc, est rentré chez nous donc, sur une semaine d'immersion. Il a conclu un CDD qui s'est transformé en CDI et c'est une personne qui évolue chez nous en interne sur un poste où aujourd'hui il effectue des diagnostics de véhicules. Tout ça pour dire que quand on veut, c'est possible. Encore une fois, il faut tendre la main, il faut que la personne ait aussi l'envie de s'insérer dans la vie active et qu'elle nous fasse confiance. Mais avec l'accompagnement de nos partenaires, on peut faire de belles choses. Voilà. Et donc, le type d'événement qu'organise FACE 31 avec Andy Move, il y a d'autres événements, Stade vers l'emploi qu'organise également France Travail. N'hésitez pas à y participer pour vivre ce que j'ai pu vivre au travers de l'exemple que je viens de vous citer. J'en ai d'autres également, mais je dois rendre la parole si mon temps est... Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup pour ce témoignage qui a été très inspirant et pour votre engagement en faveur des personnes en situation de handicap. Donc, comme l'a très bien dit Émilie, hein, n'hésitez pas, vous, en tant qu'entreprise, à vous rapprocher de nos clubs ou de vous rendre sur notre plateforme pour participer à un événement, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont organisés pour la semaine prochaine. Donc, on approche quand même assez vite la fin de ce workshop. On va passer à la dernière partie. Et là, on va parler d'achat responsable, qui est un levier qui est souvent plus méconnu, mais essentiel aussi pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et pour ça, je laisse la parole à Sofiane, hein, de la plateforme de l'inclusion, qui est spécialiste dans ce domaine. Sofiane, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Enchanté tout le monde, je suis Sofiane Zekri, je suis responsable de grand compte et partenariat au sein de la plateforme de l'inclusion, qui est en fait un opérateur d'État qui vise à renforcer l'accompagnement socio-professionnel de toutes les personnes éloignées de l'emploi. Parmi tous nos services au sein de la plateforme de l'inclusion, nous développons le marché de l'inclusion, qui est tout simplement la plateforme nationale des achats inclusifs qui va vraiment vous faciliter et accompagner dans vos achats. Alors pourquoi on parle d'achat inclusif? Tout simplement parce qu'on va rappeler un peu le contexte un peu légal. C'est qu'en France, toute entreprise de moins de 20 salariés est soumise à l'OETH, donc l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, et doit employer au moins 6% de travailleurs en situation de handicap. Et cette obligation, elle peut être remplie de différentes manières. Soit on embauche directement des salariés en situation de handicap, soit on accueille des stagiaires ou des alternants également en situation de handicap, soit on verse la contribution financière à l'URSSAF, à la GFIP ou à FPH dans le public si le taux de 6% n'est pas atteint, ou bien, c'est sur ce point où je vais m'attarder, on sous-traite, on fait de la prestation de service auprès d'organismes, donc des structures qui emploient majoritairement, enfin, stricto sensu, vraiment des personnes en situation de handicap. Donc, je fais référence aux entreprises adaptées, et donc EA, et aux ESAT, donc les établissements et services d'accompagnement par le travail, mais également les TIH, les travailleurs indépendants handicapés. Donc, c'est sur ce point que je vais m'attarder aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment on peut aujourd'hui démocratiser une pratique d'achat inclusif dans le cadre de cette obligation. Alors, pourquoi les achats inclusifs, en fait, vous avez un impact social? Parce que tout simplement, lorsque vous faites un achat inclusif, vous touchez des personnes en situation de handicap et du coup, qui sont très souvent, je rappelle que le taux de chômage est le double de la moyenne nationale et de 12% en France versus 7 pour les personnes en situation de handicap. Et du coup, vous touchez indirectement des personnes éloignées du monde du travail. Et donc, vous œuvrez à travers un achat inclusif à contribuer indirectement à l'emploi de personnes en situation de handicap tout en réduisant cette contribution financière obligatoire. Donc, c'est un cercle vertueux. En faisant des achats inclusifs, vous rentrez dans un cercle vertueux. Votre entreprise va engager une politique d'achat inclusive, donc va flécher un certain nombre de projets d'achat ou d'achat tout court, soit sous forme de devis, d'appel d'offres, vers des structures du handicap, donc EA et ZAT. Ces dernières vont développer leur activité commerciale,
vont développer leur chiffre d'affaires, vont avoir un développement économique et vont pouvoir encore mieux accompagner des personnes en situation de handicap ou tout simplement en recruter davantage pour pouvoir les former, les accompagner dans leur parcours professionnel. Et donc, il convient aujourd'hui aux entreprises d'engager une vraie démarche et de sortir un peu des fausses idées reçues que l'on rencontre, nous, auprès de nos... On accompagne, nous, aujourd'hui, on a accompagné des milliers, des centaines de milliers d'acheteurs. Aujourd'hui, on a plus de 6000 acheteurs inscrits. Déconstruire certains clichés, certaines fausses idées reçues. Ces entreprises, non, elles ne sont pas moins performantes. Non, elles ne coûtent pas plus cher. Non, elles ne se réduisent pas uniquement qu'à du nettoyage et de l'espace vert. Non, ce n'est pas compliqué de mettre en place avec la plateforme que l'on a développée. Les achats inclusifs, c'est pas forcément le rôle des acheteurs et pas des. Enfin, c'est pas forcément le rôle des RH et pas des acheteurs. Ça aussi, c'est une autre idée reçue. Bah, voilà, en tout cas, il y a un certain nombre d'idées reçues qu'il convient aujourd'hui, et ça, on peut vous accompagner là-dessus pour les déconstruire au sein de votre entreprise, que vous soyez une TPE, PME ou un grand groupe. Alors, comment passer, si vous voulez, de la théorie à la pratique? Tout simplement en utilisant le marché de l'inclusion. Je vais vous mettre juste le lien ici dans le chat afin de vous inscrire. On va vous envoyer sûrement le lien. Euh, Aujourd'hui, le marché de l'inclusion, il va permettre de répondre à un besoin clair. Comment accéder aux fournisseurs, donc comment accéder aux EA, ZESAT et aux fournisseurs du coup qui embauchent des personnes en situation de handicap. Nous, aujourd'hui, on a la base exhaustive de tous ces fournisseurs. C'est un moyen, c'est un service où vous vous connectez, vous créez un identifiant, vous y allez et vous avez accès à plus de 150 catégories d'achats. L'idée, c'est de pouvoir justement étoffer, élargir au maximum vos projets d'achat et les flécher vers l'inclusion. Donc, comme je vous disais, on a tous les fournisseurs qui font essentiellement de la prestation de services ou de la mise à disposition de personnes. Et on accompagne aussi, donc ça c'est pour d'un point de vue vraiment global. Et après, on a deux formes d'accompagnement opérationnel à travers l'utilisation de nos deux fonctionnalités, un moteur de recherche très simple et où lequel vous pouvez rechercher structure par structure les EA et les ESAT qui vous correspondent, mais aussi la possibilité de publier un projet d'achat très simple dans lequel en fait vous déposez soit un devis, soit un appel d'offres, soit un sourcing. Et ce sont les structures donc du handicap qui vont s'emparer du besoin, déclarer si elles sont intéressées et prendre contact avec vous. Et vous avez tout ça dans un suivi, dans un tableau de bord. Vous pouvez suivre et recontacter de votre côté les entreprises inclusives. Dernière forme d'accompagnement, on vous accompagne stratégiquement de deux manières différentes. On peut vous faire un diagnostic de vos achats, soit de vos dépenses de l'année passée, si vous êtes plutôt d'une entreprise privée, soit plutôt votre programmation d'achat, pour vous dire quel est votre potentiel maximum d'achat inclusif. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez en savoir plus par rapport à ça, et de manière à avoir une lecture derrière. Et on vous met à disposition une lecture en fait EOTH qui va vous permettre justement derrière de vous projeter par rapport à votre contribution. Dernière forme d'accompagnement stratégique, c'est on vous mesure la part de vos achats inclusifs. On vous permet de savoir d'où vous partez. On vous construisait un tableau de bord vraiment hyper détaillé sur notamment vos dépenses qui sont fléchées vers le handicap. Donc, avec l'accompagnement stratégique, vous savez d'où vous partez, avec où vous allez. Donc, le tableau de bord et le diagnostic de vos achats va vous permettre de savoir où vous allez. Et pour passer à l'action directement, vous avez nos deux fonctionnalités, moteur de recherche et dépôt de besoin. Et ceci, c'est valable pour tous les projets que vous avez. Vous gagnez du temps. C'est valable en devis, en appel d'offres ou en sourcing pour des besoins hyper larges, que ce soit de la livraison des fournitures de bureau ou bien que ce soit par exemple dans le numérique et l'informatique, quand vous avez des gros appels d'offres, il est possible d'allotir, de réserver, de garder un pourcentage pour les structures du handicap, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Moi, je suis à votre disposition, on peut vous accompagner là, sur tous vos projets. Euh, Nous, on fait en sorte de vous mettre en relation avec le meilleur des prestataires inclusifs pour vos besoins. Merci à vous. On vous mettra sûrement le lien dans Oui. la description. Merci beaucoup, Sofiane. On a diffusé, oui, le lien du marché de l'inclusion. On a quelques questions pour toi. Donc, une première, les entreprises avec agrément entreprise solidaire d'utilité sociale sont-elles Vas-y, juste. considérées comme entreprises inclusives si l'objectif social est principalement dans le handicap?
Alors, les ESUS aujourd'hui ne sont pas référencés sur le marché de l'inclusion, tout simplement parce que nous référençons uniquement les structures qui sont agréées par le ministère du Travail et du coup, qui sont reconnues vraiment comme embauchant à plus de 60% des structures des personnes en situation de handicap. Donc, aujourd'hui, les structures ESUS ne sont pas référencées. Par contre, il existe un certain nombre de labels et certifications. Merci beaucoup. Bon, le temps file. Il y a une dernière petite question, si tu peux répondre très rapidement. Ouais. Comment détecter les fausses entreprises ESAT qui fait du démarchage? Alors, sur les ESAT, c'est très simple. En Ouais. fait, vous prenez juste le SIRET, vous allez sur le marché de l'inclusion, vous faites un copier-coller. Si ce SIRET apparaît en résultat, c'est que elle est bien dans notre base, parce que nous, notre base, on l'a mis à jour tous les lundis matins. Si elle ne figure pas, ça veut dire que ce n'est pas une ESAT. Et si vous avez le doute, vous avez un support auquel on vous répond quasi en instantané. Bon, bah, merci beaucoup, Sofiane. Merci. Pour la dernière intervention, je vais donner la parole à une entreprise qui est aussi très engagée sur ce sujet. Et donc, je donne la parole à Flora Nioré pour partager son expérience. Merci beaucoup et merci pour ces témoignages très inspirants qui nous réconfortent aussi et qu'on n'est pas tout seul quand on démarre au début, comme ça a été le cas chez PVH, une stratégie d'inclusion de personnes en situation de handicap. Alors, je me présente, je m'appelle Flora, je travaille pour le groupe PVH, donc qui regroupe les marques Calvin Klein et Tommy Hilfiger. En France, c'est 150 collaboratrices au siège et environ 500 dans nos points de vente. Donc, on a aussi une vision très retail et comment nous adapter et s'adapter aux personnes en situation spécifique en boutique, en point de vente et aussi en grand magasin. Et en fait, ça m'inspire que en France, finalement, on a énormément de moyens à disposition. Encore faut-il les connaître et être informé. Et c'est pour ça que quand j'entends le témoignage de France Travail et tous les dispositifs, il n'y a plus d'excuses. Je pense qu'on a tout à disposition pour se lancer. Et c'est ce qui s'est passé chez nous. En fait, on a démarré par un diagnostic action et accompagné donc par la GFIP, qui a été le premier élément marquant dans notre politique d'inclusion. On a été assez, je pense, surprise au départ de se rendre compte que il y avait beaucoup plus de personnes qu'on aurait pu penser qui étaient déjà en situation de handicap potentiel, soit qui ne le savaient pas, soit qui ne souhaitaient pas se déclarer. Donc en fait, ça a été le premier, entre guillemets, électrochoc. Et ensuite, on a continué à se faire accompagner par la GFIP pour créer la mission handicap. Et ensuite, les différents groupes de travail, le COPIL, le groupe de travail RH, d'impliquer nos area managers qui sont sur le terrain, des store managers et bien sûr la direction. Donc voilà, on laisse personne de côté et c'est des personnes qui sont à tout niveau de la hiérarchie d'entreprise qui vont permettre en fait d'échanger et de savoir comment on va pouvoir co-construire ça ensemble. Donc, au début, c'est vrai qu'il a fallu faire comprendre le but, la mission et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que les personnes étaient très en demande et avaient envie de travailler en plus pour favoriser l'inclusion de personnes en situation de handicap, même s'il y a toujours des personnes qui, je dirais le mot réfractaire un petit peu fort, mais qui sont peut-être moins à l'aise. Tout à l'heure, on parlait de comment changer le regard. Moi, je pense qu'il y a encore pas mal de biais, conscients ou inconscients, et que du coup, la politique de recrutement est intrinsèquement liée à la politique de sensibilisation et de formation, et ce, tout au long de l'année. Donc, on a souhaité en parler tout au long de l'année en créant notamment une newsletter mensuelle, en abordant une thématique, en partageant des tips aussi culture et avec une section où on va tous les mois remettre les liens pour télécharger le dossier RQTH, qui sont les référentes handicap, donc pour que finalement les personnes et les démarches administratives soient visibles. Et en fait, de fil en aiguille, on a créé toute cette sensibilisation autour des événements aussi. Moi, par exemple, j'adore animer des événements et sur ces sujets-là est très engagée. Et on évite de le faire que pendant la SEPH ou la journée internationale des droits des personnes en situation de handicap le 3 décembre, toujours sous l'angle de l'intersectionnalité. Ça veut dire que voilà, une personne ne se définit pas par un seul biais de son individualité, mais par une pluralité. Et en fait, on a permis justement de faire des événements pendant le Pride Month, pendant la journée internationale des droits des femmes, et d'aborder des sujets de diversité et d'inclusion sous l'angle très large. Et concomitamment,
C'est pas sensibiliser puis recruter, c'est les deux en même temps. Et en fait, on a commencé à élaborer une stratégie de sourcing, à essayer donc de se faire accompagner aussi de la GFIC qui dispose d'outils comme on l'a rappelé tout à l'heure, et de voir aussi quels pouvaient être sur le marché d'autres acteurs qui pourraient nous accompagner, ce qui a été le cas. Donc, on est passé vraiment d'un taux d'emploi très, très faible, aux alentours des 0 et quelques pourcents, à 2,5 en environ 2 ans. Donc, on est encore loin du compte et on en est conscient. Je suis pas en train de dire que c'est facile ou que on peut arriver aux 6%, voilà, en très peu de temps. Il y a peut-être des entreprises qui arrivent et nous, on a encore du chemin à faire. Mais en même temps, je vois aussi les réussites et l'implication des personnes parce que en fait, ça a renforcé aussi le sentiment d'adhésion. Donc, comme ça a été dit plus tôt, on a travaillé sur nos offres d'emploi, sur les mails de confirmation à emploi, aux entretiens, pardon, en spécifiant que les personnes qui le souhaitaient pouvaient nous partager s'il y avait des besoins d'aménagement. Donc, c'est des petites phrases, ça a l'air de rien, mais en fait, finalement, ça va suivre tout au long du process en démarrant avec l'offre. Et quand on participe, par exemple, la semaine prochaine, il y a une table ronde qu'on va organiser avec un de nos ESAT partenaires. Et du coup, on va diffuser 2 documentaires, un sur la discrimination et un sur l'amour, et organiser justement une interaction avec les collaboratrices dans l'entreprise, et la journée du Duo Day. La journée du Duo Day, c'est important, même si évidemment, il ne faut pas que ça soit la seule action de l'année parce que ça a été aussi assez critiqué. C'est comment est-ce que vous allez suivre aussi les personnes qui vont participer au Duo Day pour pas que ça soit juste une action. On fait un post sur LinkedIn et on se donne bonne conscience, on a fait notre action sur le handicap. Et grâce à cette action, ben voilà, nous, on a fait des découvertes humaines et incroyables. On a pu embaucher aussi une personne, donc ça, c'est top. Et voilà, je pense que ça demande beaucoup d'humilité, d'écoute, de ne pas penser que c'est acquis et qu'une situation de handicap est la même pour tout le monde. Chaque situation est unique et voilà, c'est se remettre en question, apprendre les uns des autres et au final, mesurer aussi les succès, les réussites collectives et continuer à sensibiliser. Après, oui, faut pas attendre que tous vos établissements soient, entre guillemets, adaptés aux normes. Parfois, c'est pas le cas. Nous, typiquement, notre siège ici, il n'est pas aux normes dans toute son intégralité parce qu'il y a une partie qui est classée bâtiment historique. C'est pas grave. Ça nous a pas empêché de continuer d'avancer. Il y aura toujours des obstacles, mais voilà, je dirais que pour résumer, osez vous faire confiance, osez faire confiance aux autres. Et puis, bah, il y a aujourd'hui plein d'acteurs, comme on l'a pu le voir, qui sont juste top pour vous accompagner. Et oui, ça beaucoup. marche. Merci Flora. Bon, ça va, c'est vraiment la fin. Il reste 1 minute. Bah, merci beaucoup à tous les participants à ce workshop. N'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction pour nous donner votre avis. Et merci, un grand, grand merci à tous les intervenants pour vos interventions qui ont été riches, je pense, pour toutes les entreprises. Et vous enverrons un mail à la fin de ce workshop. Bonne journée à vous tous.